Kate and I have traveled a continent and an ocean to be here, which geographically is a fair ways. But all of you have traveled much farther culturally. So thank you for making the significant voyage just to be here in the room, across the gap of ideas. Kate et Kevin ont traversé un continent et un océan pour venir ici, mais en un sens, vous, ici, vous avez fait un plus grand voyage du point de vue culturel, dans le changement des mentalités, pour vous rendre sensible à toutes ces questions, et donc ils vous remercient d'avoir fait ce voyage et d'être là aujourd'hui. Some of what you're going to see in my slideshow will provoke a response that we've been hearing for the past week, which has two parts. The first is, c'est compliqué. Everyone says everything's complicated. The second one is much more difficult to the gap of ideas that we're closing here. We're walking towards you, you're walking towards us. The gap we are closing is the idea that America is magical. Donc il y a deux réactions qu'on a ressenties plusieurs fois quand on présente ces nouvelles idées en France. La première, c'est compliqué. Tout le monde semble dire c'est compliqué en France, à peu près concernant tout ce qu'on propose. Mais la seconde, elle est plus intéressante à explorer. C'est l'idée que tout ça ne serait possible qu'aux États-Unis, car l'Amérique serait un endroit magique où il y a des grands espaces et tout est permis. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on transforme nos idées reçues. If you've ever been to America and eaten our food, I assure you, it is not magic. Your country is actually magic. Si vous êtes déjà venu aux États-Unis et que vous avez mangé leur nourriture, vous devez savoir que les États-Unis ne sont pas forcément magiques. À certains points, c'est nous qui le savons. So, to overcome this gap in ideas, we should start with constants. Your system of metrics is based on constants. Gravity, time, the speed of light, the freezing temperature of water, a very logical system that actually makes sense. Ours is based on horrible crudity like the length of the king's foot in 1300. So you have a tradition of a logical approach based on constants. Pour essayer de réduire le gap, la fracture entre les propositions qu'on va faire ici et la tradition française, il faut revenir à une différence originelle entre le rapport français à ces questions-là, qui est vraiment basé sur des éléments logiques, et avec un système métrique qui est très objectivé, très abstrait, et qui compare en plaisantant avec le système américain, qui est construit, vous savez, beaucoup plus sur des unités de mesure liées à la taille du corps, à la taille de la main, à la taille du pied. So let us start with the constants that we all share to close the gap. We are all made of water. Our water circulates inefficiently, slowly, in a way that allows us to stay alive. Your water weighs exactly the same as ours. Your gravity is identical to ours. Your time passes exactly as fast. Your solar gain per square meter is identical. None of this has anything to do with magic, superstition, the exceptional nature of America. These are constants we all share. Donc, pour essayer de réduire cette fracture, essayons de nous appesantir non pas sur nos systèmes de mesure qui sont différents, mais sur les constantes qu'on partage à travers l'océan, de chaque côté, sur chaque continent. La gravité est la même, l'énergie solaire est la même, les forces hydrogéomorphologiques sont les mêmes, et surtout, les Américains comme nous sommes faits d'eau. Nos corps sont faits de telle manière que l'eau y circule de manière complexe et ramifiée. Et cette inefficacité au sens hydraulique dans l'acheminement de l'eau, le fait que l'eau ne s'évacue pas à toute vitesse de nos corps, mais tourne, reste et s'y maintient, c'est une problématique que nous avons en partage avec les milieux rivières, avec les écosystèmes qui concernent et entourent la rivière. Et c'est sur cette idée d'inefficacité dans l'acheminement de l'eau qu'on va essayer de travailler ensemble, parce que vous savez que 1 à 2 siècles de drainage systématique en France a généré une accélération volontaire de la plupart de nos cours d'eau, qui ont généré des problèmes de type incision et appauvrissement des habitats. Et la grande découverte de ces approches, c'est de se souvenir que dans les milieux rivières, souvent, l'inefficacité au sens hydraulique dans l'acheminement de l'eau est un gage de santé.
L'analogie avec un corps, c'est imaginez qu'est-ce que c'est si un hydraulicien avait dû imaginer la manière optimale pour votre corps, pour votre système digestif, d'acheminer l'eau. Et ça existe, ça s'appelle la dysenterie. Et en 24 heures de diarrhée foudroyante, vous finissez momifié. C'est des choses analogues qui se passent avec nos rivières. So why even listen to me? Some hippie from California with long hair and flip-flops. I stand on the experience of a system that is ruled by logic and science and good design and everything that you already share. In the last 6 years, I've built 3,200 structures to restore 78 kilometers of streams using these hands, local materials, and no machinery. Pourquoi est-ce qu'on aurait des raisons d'écouter un Américain avec une queue de cheval? D'abord parce que ces propositions sont construites sur une science éprouvée, robuste, nombreuse, et sur un travail qui a été accompli concrètement sur le terrain. Sur ces 6 dernières années, Kevin et son équipe ont construit au moins 3200 structures pour régénérer et restaurer 78 km de linéaires de cours d'eau. Not because America's magic, but because these techniques are incredibly powerful, very, very inexpensive, really fast, and we're using material that's free that's already on the site. We're using energy that's free that's already on the site. And we're using tools that humans can carry, because beavers do incredible work with little teeth and little paws. We don't need yellow toys to do the work that a rodent does. If we need that much machinery to do what they do, that's a problem of our imagination. Pourquoi est-ce que ces techniques sont vraiment efficientes, effectives, intéressantes? Non pas parce que les États-Unis sont particuliers et magiques, mais parce que ces approches utilisent essentiellement des forces qui sont déjà là. Plutôt que de faire un travail en mobilisant énormément de diesel et de machinisme, le principe premier, laisser la rivière faire le travail, consiste à mobiliser les forces du débit, les forces sédimentaires, la force de la photosynthèse qui fait repartir le végétal, et en utilisant des matériaux qui sont pris sur place, qui sont gratuits, qui sont spontanément disponibles. Et c'est cette équation-là, peu de carbone, du matériel pris sur place et faire un partenariat avec les forces de la rivière qui permet à ces méthodes d'être extrêmement rapides dans leurs effets, extrêmement réversibles, au point qu'il est possible en une matinée de défaire ce qu'on a fait s'il y a un quelconque problème qui émerge, et qui nous permet de commencer à imaginer qu'on va pouvoir restaurer des milliers de kilomètres dégradés depuis plus d'un siècle. A little bit of history. We are a young country. These are young techniques that have been proven very effective for thousands of years by non-humans, and we are now adopting and learning from them. Bridge Creek Intensively Monitored Watershed Program built 121 of the kinds of structures that we do, and the beavers responded and built 115 structures, resulting in greatly increased wetted area, much more complex channels, and incredible diversity of habitat. And this was in 10 years, we got that. Donc, ces techniques, du point de vue humain, du point de vue de la restauration des cours d'eau, elles sont très nouvelles et novatrices, mais en un sens, elles ne le sont absolument pas parce qu'elles ont au moins 8 millions d'années, à beaucoup d'égards, puisqu'on s'inspire de structures qui sont proposées par la vie aux rivières, par les castors, par exemple, qui sont une espèce qui, sur notre continent, travaille et transforme l'hydrosystème depuis 8 millions d'années. Et cette logique, elle trouve son origine dans un projet qui a commencé en 2009 et qui a été mené par un chercheur qui s'appelle Michael Pollock à Bridge Creek. Ce projet était un projet très intensément monitoré scientifiquement. Son origine, c'est vraiment de la restauration piscicole. Et ici, c'est essentiellement pour le saumon et la truite, essentiellement le saumon. C'est le salmon. Yeah, it's for salmon. Salmon and steelhead trout. Saumon et truite. Et c'est un site qui était très intéressant parce que c'est un site sur lequel il y avait déjà du castor. Et donc, entre 2009 et 2015, les équipes ont imaginé pour la première fois ce type de structure très intrigante qui allait mimer l'ouvrage du castor dans la rivière. Ils en ont ajouté 121, ce qui s'appelle des BDAs, Beaver Dam Analogs. Et à ça, c'est ajouté le travail des castors eux-mêmes qui, en réponse et en dialogue, ont proposé 115 ouvrages de castors et ils ont pu monitorer les effets scientifiques entre 2005 et 2015.
So this is a pretty good sized project on a fairly large river. And I'm going to walk you through one of our projects that we've done between 2019 and, I mean, weren't working there currently, but late 2023. So we've got 350 beaver dam analogs built in this meadow, which is 930 hectares. We did all of this work to make reintroduction of beavers possible because the site was too degraded initially to support them. Donc ça, c'est un autre projet sur lequel l'équipe de Kevin travaille. C'est un projet qui a commencé en 2019 et qui continue là jusqu'en 2023. Et c'est un projet dans lequel le castor n'est pas encore présent. On est sur des terres autochtones. Et l'une des vocations du projet, dans un cours d'eau qui est très incisé, très simplifié, c'est de rendre possible le retour, la réintroduction du castor. Parce qu'actuellement, le cours d'eau étant trop incisé et simplifié, les accélérations de vagues de crue sont trop intenses et les ouvrages de castor ne tiennent pas. Les barrages faits par les castors ne tiennent pas. So we'll start with some first principles. A living river moves to find food, and that lateral migration of the river is what makes complexity of habitat possible. This is a map of the Mississippi River, very carefully mapped because there was a lot of shipping, there were a lot of barges moving through there, so they needed to know where it was. And what they found was it wasn't just the river ate the landscape just like a healthy moving snake. Donc, sur les principes de cette approche, le premier enjeu, c'est de se souvenir qu'une rivière vivante se déplace dans le paysage latéralement et ce faisant, elle va capturer du sédiment sur les côtés pour lui permettre de ne pas s'inciser. Parce que lorsque nous la contraignons, que nous la corsetons dans son lit mineur et que nous stabilisons trop fort les berges, elle ne peut plus prendre du sédiment latéralement, mais sa force érosive est intacte, voire augmentée. Conséquemment, elle va capturer le sédiment verticalement, elle va se creuser, se déconnecter de la plaine alluviale et générer les maladies de rivière que précisément on veut traiter. Le premier élément dont il faut se souvenir, c'est qu'une rivière spontanément se déplace dans le paysage et qu'il s'agit de lui restituer son espace de liberté pour qu'elle puisse reconstituer sa forme et jouer tous ses rôles écosystémiques dans la largeur. A river that cannot move is dying. Only dead things hold still. Many of your rivers have been trapped in formations like this and are headed there. Et une rivière qui ne peut pas se déplacer latéralement, en une phrase, il n'y a que les choses vraiment mortes qui ne peuvent pas du tout bouger. An orca in a tank is no longer an orca. A trapped river is no longer a river because the orca is the ocean in which are the krill that feed the salmon that feed the orca. It is the freedom of movement for the orca to seek this food and to mate and to live a full life. De la même manière qu'un orque prisonnier d'un aquarium n'est pas vraiment un orque, une rivière complètement corsetée n'est pas vraiment une rivière, puisque la vérité d'un orque, c'est ce que Kevin appelle sa totalité invisible. En fait, c'est aussi le soleil qui active la photosynthèse du plancton dans l'océan, qui est mangé par du zooplancton, qui est mangé par des poissons, et c'est tout l'espace des relations que cet animal entretient avec son milieu. De la même manière, c'est pour activer cette idée de pensée systémique, c'est une analogie entre l'animal et la rivière. La rivière, de la même manière, lorsqu'elle est complètement corsetée dans un tuyau, elle ne peut pas activer, exprimer toutes ses capacités d'action, et donc elle devient malade, le milieu devient malade, et il ne peut plus accueillir la vie et faire face aux turbulences qui arrivent. Luckily, we don't have to build the river. The river is plenty intelligent to return to health. We just have to free the river as a first principle. Terrible American cinema, but it gets the idea across. Heureusement pour nous, la rivière n'est pas une chose passive que nous avons besoin de réparer à longueur de temps. C'est une entité qui est capable de retrouver sa forme, de réactiver ses fonctionnalités écologiques dès l'instant où on lui restitue de l'espace. C'est ce qu'on appelle en France espace de liberté des rivières, aujourd'hui espace de bon fonctionnement, avec cette idée que dès qu'on peut donner, et c'est le premier acte nécessaire, dès qu'on peut restituer de l'espace latéral à la rivière, eh bien, elle va recommencer à activer des processus qu'elle ne pouvait plus exprimer lorsqu'elle était corsetée. It's helpful to employ a healthcare model because everybody knows you're supposed to eat well and exercise. You guys do great on the first half. If you do get injured,
You want to employ the very bare minimum interventions needed to return to health. And the last thing you want to do, the thing you want to avoid at almost all costs, don't go into surgery, because you might go in with a sprained ankle and they cut off the wrong leg and you come out with flesh-eating staph and Japanese knotweed. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de mobiliser une analogie concernant la santé pour parler de la rivière? C'est pas en croyant que la rivière c'est un organisme exactement comme les autres, c'est parce que ça nous permet de bien comprendre les enjeux qui frappent une rivière. Quand nous on a des problèmes de santé, on a des raisons de penser spontanément que la manière de réagir, d'interagir, c'est d'abord de commencer par avoir un régime sain et de l'exercice. Ensuite, c'est de faire des interventions les plus minimales possibles pour laisser le corps se guérir lui-même et de laisser au dernier recours absolument les chirurgies invasives, parce qu'on peut arriver avec une cheville blessée et revenir avec l'autre pied coupé et un staphylocoque doré. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analogie, pour la pousser jusqu'au bout, c'est qu'en fait, Kevin ici, la chirurgie, ce qu'il appelle chirurgie, ça incarne vraiment la restauration basée sur les formes, utilisant du gros machinisme à pétrole, dans lequel on va refaire du méandrage en calculant, dans lequel on va bouleverser le milieu avec des très grosses machines. Et finalement, c'est cette idée de positionner la régénération fondée sur les processus, ce qui est défendu ici, plutôt dans cet espace, à savoir, il y a toute une série de rivières dans lesquelles on peut commencer par leur donner un régime sain, c'est ce qu'on va faire, on va nourrir les rivières avec des structures, et leur permettre de faire de l'exercice, réactiver des capacités qu'elles ne pouvaient pas exprimer en réponse à ce régime sain. Et parfois, avec Kevin, vous allez voir, on va faire des interventions minimales pour guérir certains sites blessés de la rivière, toujours avec cette métaphore de la santé, que vous sentez très pédagogique. Et en fait, on garde la chirurgie en dernier recours quand il n'y a pas d'autre option. Dans l'approche du PBR, l'idée, c'est que la mobilisation de grosses machines et de machinisme à pétrole est réservée aux travaux soustractifs. On construit rien avec des grosses machines, on utilise les grosses machines pour défaire ce que les grosses machines ont fait et qu'on ne peut pas défaire à la main. Yeah, thank you for the subtractive piece. That's a good one. Straws are forbidden here, which is probably good, but if any of you as a child ever tried breathing through a straw, this analogy will immediately make sense. Est-ce que, si jamais, aujourd'hui, ici en France, on dirait que les pailles sont interdites, mais vous vous souvenez de ce que c'est, et si vous avez déjà imaginé de respirer pendant 3 minutes à travers une paille, vous allez comprendre cette analogie. Anything that restricts the flow of the river and its ability to access the floodplain is like breathing through a straw. In this example, we have a small culvert that's only this wide. We have water that can get through, but the food of the river, the sediment, is trapped above this roadway. It is reduced in its ability to repair the incision below. So in this case, the culvert is the straw. In the case of your river here, the straw is the town squeezing the river down. Tout ce qui réduit la possibilité de la rivière de s'exprimer latéralement, d'activer ces processus hydrogéomorphologiques sur les côtés, est l'équivalent de nous devant respirer dans une paille. Dans cet exemple, c'est la buse ou le ponceau qui passe sous la route qui est une analogie intéressante de cette paille. Vous voyez, en jaune est figuré l'apport sédimentaire, en bleu l'apport d'eau, et à la sortie, le flux est complètement concentré, il active les forces d'accélération d'incision, d'érosion, et le sédiment, lui, est bloqué à l'entrée du ponceau. C'est une manière de montrer comment à chaque fois qu'une rivière qui pouvait s'étaler largement se retrouve contrainte dans un tout petit espace latéral, qu'elle est dans la situation de quelqu'un aspirant par une paille. En France, là, les cas dans lesquels on travaille, l'équivalent de cette paille, c'est des rivières qui sont complètement incisées, monochannalisées, simplifiées, et qui se retrouvent à ne plus pouvoir s'exprimer latéralement dans tous les contextes dans lesquels, pour des enjeux fonciers et de bâti, on a dû les corseter dans leur lit mineur. So the first thing all of you would do, given the option, would be to spit out the straw and begin living a full life. Similarly, process-based restoration proceeds from the notion that if we open space for the river, the living forces within it can begin repairing it. If you cut your hand, you don't continually play with it and add things to it. You simply repair the incision with the restorative force you already have in your body. Once you've spit out the straw and taken a deep breath, the water and the sediment can move freely through the system.
De manière analogue à quelqu'un qui a respiré avec une paille et qui peut reprendre à nouveau une respiration pleine et entière et recommencer à vivre, l'un des premiers enjeux de la restauration fondée sur les processus, c'est de restituer de l'espace latéral à la rivière. Dans tous les cas où c'est possible, dans tous les cas où on peut, et on en a parlé, il y a des enjeux fonciers majeurs, il y a des enjeux de protection du bâti ou des infrastructures qui sont majeurs. Mais finalement, il y a aussi toute une série d'endroits dans lesquels il est possible de restituer de l'espace latéral dans la rivière sans rentrer dans des conflits avec les propriétaires et sans submerger la civilisation. Et dans ces cas-là, on a toutes les raisons du monde de commencer par restituer de l'espace. Dès l'instant où l'espace est restitué, l'idée, à mon sens vraiment bouleversante de cette approche, c'est de dire que lorsqu'on lui restitue de l'espace, les forces vivantes présentes dans la rivière sont capables d'activer elles-mêmes les processus de régénération. In the example that Kate gave from the beavers, this is the same site. This is Dodie Ravine, where the beavers took over and got the 1,200%. The levees are the straw that is squeezing the river down, forcing it to insize, and making it impossible to occupy the space the river used to have. Donc dans le cas de Dodie Ravine, dont tu as parlé tout à l'heure, Kate, eh bien, on avait typiquement dans une terre, c'était un ranch, c'était des pâtures d'élevage. On avait un cours d'eau dont le lumineur était incisé et corseté par des digues avec une très petite marge de manœuvre latérale. Et l'un des premiers enjeux, en faisant sauter la digue, c'est le trait noir appelé leak levy, eh bien, le premier mouvement a été de lui laisser respirer latéralement pour activer ces processus. Once we took the straw out of the river's mouth, it could begin to breathe, exercise, live a full life. And that was done with these breaches in the levees. Most of the money in this restoration was spent on moving the levees so the river had room. The really hilarious part about this, and the incredible power of beavers, is having raised this incised channel 2.5 meters, the beavers are now damming along these levee breaches because they want all the water they can possibly get. So we actually wasted all of the money on moving the levees because we didn't believe it could be done, and we didn't believe in the beavers sufficiently. Typiquement dans ce cas, ils ont percé des trous dans les digues. L'essentiel de l'argent d'ailleurs de ce projet a consisté à payer des excavatrices. Et la rivière a pu respirer et s'exprimer latéralement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette question de l'espace de liberté ou de l'espace de bon fonctionnement de cours d'eau, c'est quelque chose qui est déjà en train de rentrer dans la culture française sur les approches de restauration. C'est même assez puissamment poussé par les agences de l'eau et en fait par tous les gens qui comprennent un peu la rivière. Mais ce qu'il y a d'original dans l'approche américaine, si tu me permets, Kevin, de préciser ça, c'est que dans la mesure où nous, notre amnésie environnementale concernant l'activité du castor, elle est très ancienne. Cette idée qu'on peut s'inspirer de lui pour réouvrir des chenaux latéraux et les maintenir ouverts à flux de base, c'est quelque chose qui n'est pas spontané dans la pensée de la restauration. Nous, on aurait tendance à pouvoir laisser de l'espace de liberté, mais comme pour nous, une rivière normale, c'est une rivière monochonalisée, eh bien, on n'a pas de raison forcément de l'aider structurellement à pouvoir réouvrir des chenaux fantômes, des chenaux qui ont été vivants mais qui sont désormais fermés. Et le grand apport de cette approche américaine, c'est que comme eux, ils ont éradiqué le castor que depuis 2 siècles, finalement, ils ont été au contact avec des sites dans lesquels une rivière vivante avant qu'on la dégrade et qu'on lui prenne tout son espace, c'était une rivière spontanément plurichenalisée. Donc ça, c'est une chose dont on parle beaucoup, notamment avec Benoît Terrier de l'Agence de l'eau, qui a beaucoup écrit sur des guides de restauration et sur un peu les normes à proposer, et qui se rend compte lui-même qu'il a rédigé des guides dans lesquels il n'a jamais parlé de la nécessité ou de la valeur du multichenal. Il y a beaucoup de contextes géomorphologiques dans lesquels les rivières, avant qu'on les simplifie, étaient multichenalisées. C'est tellement loin dans notre histoire que c'est très dur à documenter archéologiquement. Il y a des hydromorphologues qui essaient de le faire. Mais l'idée, c'est que comme le castor fibère en Europe pendant 8 millions d'années, a favorisé cette latéralisation et cette multichenalité, ce qu'on appelle les cours anabranches, eh bien, ça a vraiment du sens de favoriser ce genre de phénomène dans l'espace de liberté qu'on a rendu à la rivière. Donc là, c'est intéressant juste de regarder cette diapo. La restauration fondée sur les processus, elle est formulée dans les années 2000, d'abord par des gens comme Matt Condolf, puis après Laimi Ottiotti. Il y a toute une série d'hydromorphologues qui ont théorisé le phénomène.
En quelques mots, ce qui est intéressant ici, c'est la nuance avec les traditions dont nous, on hérite un peu plus massivement en France. En France, il y a déjà de la restauration basée sur les processus, il faut le savoir, notamment sur le Vistre. Il y a des très très beaux projets qui font des choses assez spectaculaires. La différence entre eux et nous, c'est que nous, on est en low-tech. Souvent, eux, ils sont restés en high carbone, à la pelleteuse. Mais enfin, sur le Vistre, c'était un peu compliqué de faire autrement. Mais si vous vous souvenez, donc, on hérite d'une rivière qui a été endiguée, recalibrée, amenée à être un cours d'eau tout droit, ce qu'on appelle dans le jargon une piste de bowling affamée de structure. C'est l'archétype de la rivière malade sur lequel on va essayer de travailler. Elle est endiguée, corsetée avec du béton. Dans les contextes où on peut lui restituer un peu d'espace de liberté parce que pour X raisons, il n'y a plus d'enjeux fonciers à maintenir de l'agriculture bord à bord où il n'y a pas de bâti. Donc il faut trouver les bons endroits, il faut être subtil dans le fait de pister les endroits où c'est possible. Et pour tous ceux qui travaillent sur ces questions, je sais que vous voyez énormément d'endroits où ça n'est pas possible. Mais à l'issue de ces 3 jours, l'idée c'est que ça réveille en vous le souvenir des endroits que vous connaissez et où en fait c'est possible. À ce moment-là, on utilise le machinisme des excavatrices seulement dans une tâche soustractive pour enlever ce que les machines ont fait. Et une fois qu'on l'a enlevé, et qu'on a restitué un espace de liberté à la rivière, tout en, bien évidemment, laissant les activités humaines nécessaires en présence. Ce qui se passe dans la restauration fondée sur les formes, c'est que souvent, à l'excavatrice, on va aussi dessiner la forme plus naturelle du méandre, et surtout, on va la restabiliser. Et c'est vraiment lié au fait que dans notre héritage de la pensée de la restauration, ça vient quand même de l'ingénierie des ponts et chaussées. Les premières problématiques, c'était pas de donner de la vitalité aux rivières, c'était de les empêcher de submerger la civilisation. Et donc, et particulièrement en France, il y a un enjeu de stabilité. On veut stabiliser la rivière. Le problème, c'est comme l'a montré Kevin tout à l'heure, une rivière vivante, elle doit bouger. Et dès l'instant où vous lui restituez l'espace, elle peut bouger sans mettre en danger la civilisation. Pourquoi est-ce que le bâti est en danger? Parce qu'on l'a collé aux endroits où la rivière vivait. Et donc, dès l'instant où on a des endroits où on peut lui laisser un peu d'air, ça ne sert plus à rien de creuser au tractopelle un méandre parfait calculé par un extraordinaire hydraulicien, même si c'est souvent des jolis calculs, et ensuite de stabiliser les berges en multipliant le génie végétal ou les rochers. On va passer dans un autre paradigme. On va essayer de capturer dans des endroits des grands espaces latéraux, mais ce n'est pas toujours nécessaire. On peut aussi faire du process-based restoration dans des petits endroits comme ça. C'est ce que nous, on va faire d'ailleurs pendant cette formation. Et une fois qu'on a retiré le béton, on va simplement activer ou amorcer délicatement des processus beaucoup plus forts que nous. Par exemple, en construisant des ouvrages inspirés du castor qui vont permettre à la rivière de rouvrir des chenaux fantômes latéraux qu'elle avait perdus. Et à ce moment-là, le système va commencer à se complexifier de lui-même et en utilisant beaucoup moins de pétrole, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'argent, les forces même de la rivière vont générer ces effets de complexification, d'enrichissement qui sont extrêmement intéressants, comme on l'a vu tout à l'heure, face aux sécheresses, face aux inondations et face à l'érosion de la biodiversité. Nice, thanks. This is the California slide. Ça, c'est la diapo psychédélique typique californienne. Before we dive into this even any farther, I want you to imagine for a moment, just close your eyes and think of your very favorite site, the river you love the most, the critters that you're most engaged in helping, the things that you get out of bed in the morning to protect. Avant qu'on rentre là-dedans, il voudrait que vous imaginiez le coin de rivière que vous aimez le plus, celui qui vous parle le plus, avec les espèces ou les formes de vie que vous aimez le plus, celles pour lesquelles vous avez envie de protéger les rivières. I want you to think of these sites because they are probably smaller than ours. And that would seem like it's a problem, except process-based restoration is a fractal. All of the implementation, all of the structures, all of the ideas, everything scales infinitely because the little critters need little structures. Larger rivers need larger interventions. And then I'll do the second piece. Si jamais, quand vous imaginez ces sites, la plupart du temps et très souvent, vous allez peut-être avoir un sentiment de frustration parce qu'en fait, ils ont l'air beaucoup plus petits que ce qu'on a regardé à Tasman Koyom ou à Loti Ravine. Et ça peut avoir l'air extrêmement frustrant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande originalité de la régénération fondée sur les processus, c'est que c'est un phénomène fractal.
La fractale, illustrée ici, c'est un objet mathématique dont la propriété, c'est que la même forme se rejoue à toutes les échelles. Et les mêmes solutions se rejouent à toutes les échelles. Ce qui veut dire que ce qui est pertinent à une très grande échelle, lorsque vous travaillez sur 90 km de linéaire et 900 hectares de rivière, peut se rejouer à l'échelle de 10 mètres de linéaire et sur des tout petits cours d'eau. Parce que les structures et les principes sont les mêmes et qu'il y a une sorte de capacité de ces approches de travailler à tous les niveaux. Il y a des toutes petites créatures dont on peut faire exploser, dans le bon sens du terme, l'habitat, faire abonder l'habitat avec des toutes petites structures qui ne sont pas plus grandes que ça. Et à leur échelle, eh ben, c'est un monde, c'est un univers qu'on a reconstitué, même si ça ne ressemble pas à des immenses sites américains. Now, before everyone becomes hypnotized, this all falls out of a very simple, very small equation that's very easy to express. Beavers have a very small, very simple equation that's very easy to express, out of which falls nearly infinite complexity. Donc, de la même manière qu'avec une toute petite équation, vous pouvez faire des motifs fractaux comme vous les avez vus. Le castor, c'est une sorte de force fractale qui s'active à partir d'une équation très simple et qui transforme le milieu à partir d'une équation très simple. Il mange, il construit, il procrée et il recommence. Et rien qu'avec cette manière de vivre qui est la sienne, le castor, il ne s'intéresse pas du tout à la biodiversité. Il n'y a pas une sorte de raisonnement d'hydromorphologue, mais en activant sa manière de vivre, eh ben, il génère, vous le voyez ici, l'évolution du site de Dautiravine avec un site très sec au début et une rivière incisée, et une expansion majeure de la zone humide, une complexification du cours d'eau, un enrichissement des habitats, dès lors qu'on passe un traité de paix avec le castor et que le ranger arrête de le mettre avant. In exactly the same way that a small simple equation yields infinite complexity, we start at the small scale of the fractal with a single structure specifically tailored to the size of a single critter. This build was done directly in the habitat of endangered Cascades frogs. We were building with the little guys hopping around our feet. We built 128 structures and we had zero mortality because these techniques rely on hands and feet and eyes that are human scale. And all we did was pick up the frogs and move them. We would build something like this and they would be in there 10 minutes later. Donc, pour illustrer cette idée de fractal, qui peut travailler à toutes les échelles, on peut commencer au plus bas, au plus petit. Au plus petit, on commence avec une structure qui peut avoir ce genre de taille. Et ici, c'est intéressant parce qu'on ajuste l'échelle du travail aux formes de vie au bénéfice desquelles on travaille. Ici, c'est Rana cascadea. Donc, c'est un projet de restauration orienté vers une grenouille qui est en train de perdre son habitat, qui notamment pond essentiellement dans des prairies humides. Et là, la beauté de la chose, c'est qu'ils ont pu travailler en présence des animaux. Et ils avaient en fait les grenouilles dans les pieds. Et ils ont construit 128 structures avec zéro mortalité sur les espèces concernées. Et ce qui est illustré ici, c'est cette idée qu'est-ce qui se passe quand vous renoncez aux excavatrices? Il y a toute une série de marges de manœuvre qui émergent parce que vous pouvez travailler dans des milieux fragiles et vous travaillez avec la finesse d'un humain quand il en a. Et vous n'êtes pas obligé de perturber massivement le milieu dans l'opération de restauration. Vous réduisez extraordinairement les risques de fragiliser le milieu par votre propre opération, ce qui est quand même un des points colossaux de la restauration machinique dont on ne parle pas suffisamment à mon sens. Là, à ces échelles-là, l'humain il peut vraiment ne pas perturber ce sur quoi on travaille. Unfortunately, since they are endangered frogs, we cannot eat them, so maybe no one cares. Malheureusement, on ne peut pas les manger, donc peut-être que ça va moins nous intéresser. But everyone cares about trout because they're delicious and you can eat them. So we might make slightly larger structures thinking about trout or ducks. Dans ce genre de contexte, quand on va travailler dans des projets qui concernent les enjeux de l'abondance de la truite ou du canard, et bien on va faire des structures un peu plus grandes qui vont produire des effets intéressants pour leur écologie, pour leur habitat. Perhaps we're thinking about elk and wolves and creatures that need large expanses of free land and large pools of large water. We might go crazy and build things like this that are scaled to the needs of beavers. Dans d'autres contextes, quand il y a des enjeux de restauration qui concernent des espèces plus grandes, comme ici par exemple l'elk, le wapiti, on peut imaginer des projets plus grands
qui vont commencer à rentrer en dialogue intéressant avec des castors, qui vont mimer de manière plus nette les échelles de travail du castor lui-même. So in this case, the sword has two edges. Why not just scale forever? Why bother repeating all these dinky little structures? Why not just build something magnificent, a monument to man's ego and time? Et ça, c'est vraiment très important. Il dit, alors, si le raisonnement est fractal, qu'on peut passer de toutes petites structures à des plus grandes structures, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller beaucoup plus haut? Pourquoi est-ce que ça s'arrête vers le haut? Pourquoi est-ce que finalement, la solution, ce serait plutôt que de faire 90 structures de taille moyenne dans les cours d'eau, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ces énormes ouvrages avec les effets qu'ils produisent? This is the hand in the desert of Ozymandias saying, "Look on my works, ye mighty in despair." Our work hides down in the bottom, making magnificent habitat for creatures that are at the scale we can appreciate, that are our size. This dam killed the river, killed the fish, drowned the villages. Ce genre d'ouvrages, ils ne sont pas à l'échelle du milieu, ils sont à l'échelle de l'ego humain. Il parle de notre rapport à vouloir tout contrôler et tout transformer. Et à la différence de ce qui est proposé dans la régénération de processus, où on va essayer, en animal humain, de travailler à l'échelle des autres vivants, des autres animaux. Et donc, vous voyez, la proposition, c'est, il reprend la diapositive précédente. Quand on recommence à travailler avec des outils portables par les humains, on se remet à l'échelle du milieu. Et comme on est un mammifère qui partage les conditions de vie avec l'essentiel de la vie animale sur Terre depuis quelques millions d'années, on se remet à travailler à l'échelle de la vie elle-même, de la vie des milieux. Ce barrage-là, il a tout détruit, il a tué la rivière, il a tué les poissons en aval, il a envoyé les villages et les vallées en amont. This is why we do not scale, we replicate. Replication of small structures fits within the four corners of process-based restoration and does not produce the negative effects of these huge concrete monstrosities, the mill dams, everything that your fish are struggling with here. We're using things that are already available, that are already free, that require a little bit of complicated unpacking. De ça émerge une nuance clé dans ce genre d'approche. C'est la nuance entre scalabilité, ou on va dire agrandissement d'échelle, et répétabilité. On peut travailler du tout petit au moyen, mais il ne faut pas passer l'échelle du milieu. Il ne faut pas travailler à des échelles contre nature avec d'énormes ouvrages. Lorsqu'on est limité par les ouvrages qu'on peut produire, et souvent on parle de la hauteur d'un humain au grand maximum, entre 1 mètre et la hauteur d'un humain au grand maximum, là on est à l'échelle du milieu. Et comment est-ce que néanmoins on peut travailler sur des milliers de kilomètres dégradés avec des grosses pentes d'incision sans se donner le droit de faire d'énormes ouvrages en béton tels ceux dont on hérite? Parce qu'on va à ce moment-là se décaler depuis l'augmentation en taille jusqu'à la répétition de la structure. Si vous voulez travailler sur des rivières très incisées, très abîmées, ça ne sert à rien d'augmenter les ouvrages en taille, il faut multiplier les structures. Et lorsque vous multipliez les structures, vous activez des forces qui vont aider la rivière sur la totalité de son linéaire à remonter, à se guérir, à se complexifier, sans avoir à produire des ouvrages monstrueux dont on sait qu'ils ne sont pas compatibles avec le fonctionnement naturel de la rivière et de la vie de la rivière, des communautés multiples de la rivière. Rapidement, donc ça c'est une manière que l'équipe du PBR, Régénération fondée sur les processus, a imaginé pour nous aider à lire le milieu. À chaque fois que vous arrivez sur un site, il faut être sensible à 4 dimensions et arriver à la voir dans le paysage. L'espace, on en a parlé, c'est où est-ce que l'espace est contraint, où est-ce que l'on ne peut pas aller, et où est-ce que l'espace est possible, à quel endroit vous pouvez restituer de l'espace de bon fonctionnement à la rivière, à quel endroit il y a des infrastructures et des bâtiments qui sont intouchables et qu'il faut maintenir avec un haut niveau de protection. Et une fois que vous avez isolé l'espace de processus que vous pouvez restituer à la rivière, c'est là que vous allez imaginer comment vous allez pouvoir travailler à aider la rivière à s'auto-guérir. Pourquoi est-ce qu'on parle d'auto-guérison de la rivière? Parce que toute l'énergie en présence, ou l'essentiel de l'énergie, est fournie par la rivière elle-même et par le soleil. L'énergie du débit va déplacer du sédiment, qui va recharger les bassins de castor congénères, qui va aggrader le matelas alluvial, qui va pouvoir lutter contre l'incision spontanément,
l'énergie solaire va activer les processus végétaux qui vont créer des habitats et qui vont nous donner, nous, les matériaux. Et donc là, on se met à réfléchir à ce dont on a besoin pour travailler. Les matériaux, c'est essentiellement ce qu'on va utiliser. Et le grand enjeu, ce sont des matériaux locaux, naturels, pris sur place. Naturel, ça c'est absolument clé et je pense que c'est absolument brillant dans le travail notamment de Joe Wheaton et de son équipe et qui est activé dans ces approches. Leur idée, c'est qu'en fait, quand on utilise du matériau artificiel, genre du béton ou quoi que ce soit de matériaux qui ne vient pas de la rivière, avec des designs qui ne sont pas ceux de la rivière, eh bien, on va produire l'effet qu'on veut sur un aspect bien précis de flux, d'hydromorpho ou d'habitat. Mais en vérité, il y a 50 à 1000 variables, effets collatéraux qu'on ne contrôle pas et qu'on ne pense pas. Et donc, finalement, on travaille toujours sur les rivières à information incomplète concernant ce qu'on met dedans. On ne sait pas les effets à long terme et les effets cachés et invisibles de ce qu'on va produire. Dès l'instant où on décide de ne travailler qu'avec des matériaux qui sont déjà dans la rivière et avec lesquels la rivière a coévolué depuis 400 millions d'années quand il s'agit du végétal, ou 8 millions d'années quand il s'agit du castor, on est dans un espace de sécurité beaucoup plus grand parce que la rivière, elle connaît ses structures, elle connaît leur forme, elle connaît leur matière. Il n'y a pas d'enjeu de décomposition, il n'y a pas de risque de pollution. Mais ce que ça implique, c'est qu'on peut être limité en matériaux. Donc quand vous arrivez sur un site, regardez l'espace qui est disponible que vous pouvez restituer à la rivière, pensez la quantité d'énergie que la rivière va pouvoir vous donner pour faire le travail que les pelleteuses ne doivent pas faire au diesel, et regardez les matériaux qui sont disponibles en termes de bois, de végétation. Vous allez voir, on va passer 3 jours à faire ça, et je pense que vous en aurez suffisamment marre quand il va s'agir de pelleter et d'utiliser des bois. Et enfin, la dernière variable, c'est le temps. Ce qui est fondamental, c'est qu'on n'est plus du tout dans une approche de la restauration dans laquelle on va imaginer dans un bureau un design abstrait qu'on va arriver et imposer à la rivière au tractopelle de manière à ce que la totalité du site soit transformée à volonté pendant la session de restauration. L'originalité de cette approche, même dans son côté logistique et organisationnel, et réglementaire d'ailleurs, consiste à imaginer qu'on va accompagner la rivière dans le processus de régénération. Vous allez voir, Kevin a une magnifique métaphore pour parler de ça, il parle de conversation avec la rivière, ça permet vraiment de comprendre ça de manière multidimensionnelle. Et le temps, c'est le temps long dans lequel la rivière va se transformer, et c'est d'arriver à se projeter pour imaginer comment elle va répondre à nos propositions, et comment l'énergie en présence de la rivière va faire le travail de force de manière à ce que nous puissions simplement amorcer le processus et que ce soit la rivière qui se guérisse elle-même. So we're going to continue with the broad overview of the basics just a little longer. I promise we'll have an actual example of what we did. This is, oh, there we go. This is one of Suzanne's lovely bits of artwork, talking about the river of time and drivers of stream complexity and what's happened in the course of our very brief history as humans. C'est une aquarelle de Suzanne qui reprend une idée géniale de Kevin. Pour que vous la compreniez, il faut que je vous ajoute la dimension scientifique. C'est un graphe scientifique imaginaire. It's a fictional science. Il fallait vraiment des livres pour imaginer ça parce qu'il faut beaucoup de liberté. Donc ici, on a un axe qui figure la complexité de la rivière, ou plus exactement les agents de complexification des milieux rivières. Donc avec le 0 ici, et plus on monte vers le haut, plus la rivière est riche d'agents qui la complexifient et qui l'enrichissent en termes de processus et en termes d'habitat. Donc ici, la variable complexité-enrichissement. Et ici, notre variable, c'est le temps. Et ce qu'on essaie de raconter, c'est le temps profond des rivières sur les 4 derniers milliards d'années, parce que, bon, soyons ambitieux. Et donc, le début de l'histoire, c'est qu'il faut imaginer que depuis environ 4,4 milliards d'années, et l'apparition de l'eau liquide sur Terre, les seuls agents de complexification des cours d'eau sont strictement abiotiques. C'est du minéral, c'est du flux, c'est de la gravité. Et la vie n'est pas encore arrivée sur les terres. Et ça fait des rivières qui sont en fait très simples et qui par ailleurs ne sont pas habitées. Il y a 400 millions d'années, la vie sur Terre invente quelque chose d'assez fascinant en termes de technologie de pointe qui s'appelle un arbre et qui est une machine fascinante pour aller capter l'énergie solaire, générer de la biomasse pour la vie et la rendre disponible pour le reste de la vie animale dont nous sommes en passant. Mais en plus de ça, les arbres sont assez fascinants parce que
dans les premiers écosystèmes depuis 400 millions d'années, ils vont jouer un rôle absolument colossal pour multiplier la complexité et la richesse des écosystèmes rivières, faire des habitats et permettre aux rivières d'abriter une très grande diversité de vie, une très grande diversité de processus. Et donc, à ce moment-là du graphe, sur Terre, la complexité et la richesse des milieux rivières explosent et montent très haut. Jusqu'à il y a environ 8 millions d'années, un moment où les castors arrivent. La vie avance des castors, et alors là, ça prend des proportions absolument délirantes. Le castor est un complexifieur, enrichisseur de milieux rivières dans des proportions assez peu imaginables. Et il va faire son travail pour que, dans la vie des rivières sur Terre, à un moment, on atteigne un pic de richesse et de complexité des milieux rivières par l'action de ces deux forces dans l'hémisphère nord. On est dans l'hémisphère nord, la castor dans l'hémisphère sud. Et puis là, on essaie d'illustrer un point. C'est 1492 aux États-Unis. Chez nous, en Europe, on est plutôt autour du XIIe siècle, dans lequel les deux grandes forces de complexification des rivières, à savoir la présence des forêts de bois dans les rivières qui tombent dans l'eau, qui fait des habitats, et les castors sont simultanément à leur pic le plus bas. Grande déforestation médiévale, en accentuation du mouvement néolithique, et quasi-éradication des castors en France. Et là, ce qu'on essaie de figurer, c'est 400 millions d'années de complexification et quelques siècles d'extraordinaire simplification et appauvrissement de la richesse des milieux rivières. Avec certaines activités humaines qui très tôt simplifient, puis recalibrent, puis endiguent les cours d'eau, avec bien évidemment des enjeux qui sont humains, qu'il faut accepter, on en hérite, hein, on voulait la terre, on en avait besoin, on a fait ce qu'on a fait, simplement sans avoir à jeter un blâme terrible sur le passé, il faut être capable de regarder en face où est-ce qu'on est aujourd'hui, dans certains contextes, dans des rivières où il n'y a plus de force végétale et où il n'y a plus de force animale pour les complexifier, on a fait régresser nos rivières à des degrés de richesse et de complexité qui sont analogues à ce qu'elles étaient il y a 400 millions d'années sur Terre, avant que la vie mange les arbres. Maintenant, bonne nouvelle, où est-ce qu'on est? Nous sommes ici. Et quelle est l'originalité de l'approche de régénération par les processus? Eh bien, c'est que plutôt que d'utiliser des tractopelles et les mêmes logiques qui ont tout détruit, je suis un peu rapide, mais j'assume, pour essayer de reconstruire artificiellement les cours d'eau, pourquoi ne pas réactiver les mêmes forces qui ont tout créé pendant des millions d'années et les laisser faire le travail? Et ça, c'est le truc de Kevin. You keep returning to the original roots of mere geology. You are simplifying your streams at scale. You are trapping them. You are killing them. Please stop killing your rivers by taking out the hundreds of millions of years of amazing work that nature has done to try to create the sort of complexity that will support the fish that you say you're helping by taking the wood out. Please, fix that. You'll fix everything else. Petit message pour les Français. Ça fait des décennies, ça fait des décennies qu'on hérite d'une tradition dans laquelle on cure et on enlève systématiquement le bois, et en particulier le gros bois des cours d'eau. En fait, ce graphe a pour vocation de vous montrer qu'en faisant ça, même si on le justifie avec des enjeux de protection qui, à certains égards, font sens, mais qui ne méritent certainement pas de prendre toute cette ampleur, en fait, en un mot, en une phrase, nous tuons les rivières. Nous tuons les possibilités de vie dans la rivière et nous les faisons régresser des millions d'années de coévolution qu'elles ont connues avec les forêts. Et donc, s'il vous plaît, arrêtez d'enlever systématiquement le bois des cours d'eau. C'est quelque chose en France qui est déjà bien présent dans les sphères scientifiques, qui est plus difficile à activer à des échelles plus locales, en discussion notamment avec plutôt des élus ou des gens qui sont concernés par les enjeux de protection. Now we're going to go to a specific example, which is impossible here in France because everything is complicated and America is magic. So I want you to imagine your favorite site with your favorite critter at whatever scale you can, and think about generating these kinds of results on a site the size of this room is sufficient for a frog or a tiny little shrimp or something that lives in small water. So imagine scaling this down in the fractal till it fits on your site. Maintenant, on va explorer un site, et qui est un très grand site, pour que vous voyez ce qu'on peut faire quand on a de l'espace et qu'on a le droit. Mais pour que vous compreniez la pertinence que ça a ici, imaginez à nouveau le plus petit site que vous connaissez, le plus petit fragment de rivière, même s'il fait la taille de cette pièce dans lequel vous pourriez vouloir travailler, et ajustez-le à cette échelle, parce que ça fait autant sens à cette grande échelle qu'à une toute petite échelle. If it helps for you nerdy scientific types, you can just keep moving the decimal place left until you have a site that is the size of what you're working on.
Si ça aide, si vous avez un esprit un peu de type scientifique, si ça vous aide, vous pouvez simplement enlever les décimaux des 360 hectares pour arriver à la taille qui est la vôtre, même si c'est 3,60 m de carré. So we start out with a small inundated area, a very simple stream channel. This asteroid strike is not us. Trapped by a road. Ils ont commencé avec un cours d'eau très simplifié, dont le mineur incisé est figuré en orange, et avec une toute petite zone inondée là-haut figurée en rouge. In 2019, the Maidu Summit Consortium, which is one of our tribes, regained title to their land through a corporate divestiture during bankruptcy. En 2019, le peuple autochtone Maidu a obtenu la propriété de cette terre ancestrale qui était la leur, de la part, je crois que c'est une entreprise d'hydroélectricité qui a fait faillite sur ce point-là et qui a dû restituer la terre aux Maidu. Prior to the repatriation of this land, none of what you're going to see was possible. So land ownership, you're right, is absolutely critical. You have to find space for the river. You don't have to own it, but you have to have space for it. Avant cette restitution de la terre au peuple autochtone, ce genre de projet était absolument inconcevable parce que les propriétaires terriens ne voulaient pas imaginer ça. Donc ça rappelle l'importance du foncier. Si on veut restituer de l'espace à la rivière d'une manière ou d'une autre, il va falloir non pas nécessairement posséder l'espace, mais pouvoir faire ce qu'on veut dans cet espace. Ça peut impliquer de l'acquisition foncière ou d'autres stratégies, mais c'est le nerf de la guerre. So we start out building some smallish structures. We bring up the groundwater table and we start looking at places that we can add complexity. This results in a little bit more wetted area, a little bit more complexity, but we're still incised and trapped. And since your site is tiny and you've moved the decimal place until it makes sense, ignore this and track those metrics in your mind on your site that might be small enough for shrimp and fit in this room. Ok. En 2019, donc, ils ont commencé, dans les diapos précédentes, par monter des toutes petites structures que vous avez vues et qui ont pour vocation de faire monter la nappe d'eau le plus haut possible et commencer à explorer ce qui va être possible quand cette incision va être guérie. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre d'abord la lecture du graphe. J'ai dit le trait orange, c'est le lit mineur incisé simplifié tel qu'il était à l'origine. Et en PBR, ils ont inventé des métriques qui sont très intéressantes parce que ce sont des métriques, des manières de mesurer, si vous voulez, la réussite d'un projet qui sont extrêmement low-tech, low-science, c'est-à-dire qui n'exigent pas d'énormes machines. Low-tech, high science. Yeah. High-tech in the science itself. There we go. Okay. Low-tech in the... Oh, fuck off. L'essentiel de ces trois métriques qui sont très intéressantes pour nous, c'est l'idée que comme on travaille à restituer de la complexité latérale au cours d'eau, on va valoriser le nombre de confluences et de diffluences qu'on est susceptible d'ajouter à un site. Là, elles sont marquées, vous le voyez, par des cercles. Ça permet de compte là la complexité du cours d'eau. Le cours d'eau était sans confluence sur cette partie linéaire. Il était de complexité pauvre. Il y a 3 confluences qui ont été ajoutées. On peut compter les confluences ou les diffluences, peu importe selon la méthode. Et donc, la complexité a été augmentée par 1,5. Deuxième métrique, manière de mesurer très intéressante, la longueur de linéaire de cours d'eau qui a été ajoutée. C'est fondamental parce qu'en fait, à chaque fois que vous ajoutez de la linéaire de cours d'eau, vous ajoutez du milieu humide, vous ajoutez des interfaces sec humide, vous ajoutez de l'eau et vous ajoutez du milieu rivière. Et donc ici, ils ajoutent 370 mètres de milieu de chenal latéral. Ça occasionne 16% de plus de longueur de cours d'eau avec tous les effets d'habitat qui sont impliqués. Et la troisième mesure est très intéressante pour nous, elle a à voir avec la topographie, comme c'était évoqué par Pascal tout à l'heure. On va simplement évaluer la quantité d'espace qui est remise en eau, qui est réhydratée, la quantité de sol éponge qui était jusque-là asséché et qui se retrouve de nouveau gorgé d'eau. Ici, en une année de travail, enfin même pas une session de travail et quelques ouvrages, ils remettent en eau 2 hectares 24 de surface inondée, plus 184%. Ce qui est intéressant, c'est que même si vous travaillez avec une toute petite échelle et que vous avez des petits nombres là, c'est possible de montrer augmentation de longueur de chenal, augmentation de zone inondée, augmentation de complexité du cours d'eau. So we're going to look at 4 years in 1 minute. 4 ans en 1 minute. L'année suivante, As we bring up the water table, we get closer to activation of side channels. We cut a bunch of trees and just threw them in the river, waiting on power. That's the time piece, time energy materials. We're waiting
So we're waiting for the power to move these trees into our site. Donc l'idée, c'est que plus vous avancez dans le temps, plus le travail doit être rendu facile par ce que vous avez fait précédemment. Avec les premiers ouvrages, ils ont monté la lame d'eau, et la deuxième année, ils vont utiliser cette eau très haute dans laquelle ils vont simplement couper des arbres et les pousser dans le cours d'eau. Ils vont même pas s'embarrasser à aller construire des ouvrages, ils vont laisser l'énergie de la rivière déplacer ces structures et aller se déposer toutes seules dans leur propre structure pour maximiser la quantité de travail accompli par le grand travailleur sur la rivière. And that's the conversational aspect with the river. We offer something to the river, it offers us something in return. One of the things that we've gotten out of this is a whole new channel, a ton of wetted area, and much more complexity. Voilà, l'année suivante, l'effet de simplement cette manœuvre, augmentation de 200% de la longueur de rivière, 1000% de zones inondées et encore plus de complexité, chaque trait bleu étant un chenal secondaire réouvert par une structure. So now we've got new channels all over the place from these simple structures placed at switches, which we'll see later. The only part of the meadow that didn't burn during the Dixie fire was in our build because it was too wet to burn. And we'll just skip the fire. Non, c'est vraiment très important. Donc, vous voyez, les petites structures, qu'est-ce qu'elles font? Elles rouvrent des chenaux secondaires. On va beaucoup en parler, on va beaucoup vous montrer ça. Il y a un gros enjeu à apprendre à pister ce que nous on appelle des chenaux fantômes, qui sont en fait d'anciens chenaux historiques qui ont travaillé et qui sont aujourd'hui asséchés du fait de l'incision du cours d'eau la plupart du temps. Et quand vous positionnez intelligemment vos structures, comme le font les castors, vous pouvez remonter la lame d'eau et réouvrir des chenaux fantômes. Et donc, c'est comme ça qu'on augmente la longueur de linéaire. La beauté de la chose, c'est que là, ces petites structures, elles ont réouvert ces chenaux et ça a généré cette réhydratation massive. Et au moment de l'incendie Dixie, qui est un méga feu qui a été assez traumatisant en Californie, l'un des seuls endroits qui n'a pas brûlé, et ben c'est précisément la prairie qui avait été remise en eau, alors que le linéaire en amont et en aval, sur lequel il n'y avait pas eu de PBR, a brûlé. So now we're 3 years in, things are starting to look a little bit better. We're still trapped by the culvert, the straw in the river, but we're also getting these kinds of results, even with some of the problems in place. Et donc, voilà, l'année suivante, il y a toujours ce problème quand même là-bas de la buse qui passe sous la route, mais c'est un problème sur lequel il n'est pas possible de travailler, donc il faut travailler, ça faut l'accepter. Néanmoins, eh bien, le travail s'amplifie, les effets du travail s'amplifient, augmentant la complexité, la richesse et la taille du volume. So again, we're getting new flow in new areas. After the fire, we got a huge flood. This is where all of our trees ended up. At a perfect switch that added a whole bunch of channels. This is the river beginning to help us. We've opened the conversation, we've given the river some tools and toys, and it's responded wonderfully. Oh, and we're drowning our piezometer at the top. So when your groundwater is above your piezometer, you're pretty well done. Donc là, ce qui est vraiment intéressant l'année suivante, c'est que on commence à voir vraiment la dimension conversationnelle de cette approche dans laquelle notre but, c'est pas de stabiliser les structures et de les pétrifier, de les immobiliser définitivement. En fait, on pense les structures de manière à ce qu'elles puissent et qu'elles doivent se transformer sous l'effet des processus qu'elles activent. Et c'est là, en fait, que ça devient vraiment fin et qu'il y a un vrai savoir-faire. Parce que vous acceptez la transformation, il faut que vous soyez capable d'anticiper, non pas de contrôler ce qui va se passer, mais d'anticiper le champ des possibles. Ici, l'histoire fascinante, c'est qu'il y a toute une série de structures qui sont montées, et puis à un moment, il y a une énorme crue. Et face à cette crue-là, qui était relativement imprévisible, il y a beaucoup des structures qui sont emportées, mais en fait, elles sont emportées de telle manière que la rivière va les déposer toutes seules, en amas, en générant ici cet embâcle, à un endroit parfait pour rouvrir un switch qui était difficilement accessible, un chenal secondaire, et qui va permettre d'accentuer massivement la quantité d'espace inondé. These sort of results, for us, are not extraordinary. They're great. But this is not some unique, rarefied, magical American example. This is something that we do regularly on lots of our sites. You can do the same here. In fact, we're going to see some these kinds of results on his site in the magical France that's scaled way down. De fait, on va vous montrer dès demain des effets qui ressemblent beaucoup à ça et qu'on a réussi à produire ici sur le site sur lequel on a travaillé. Interesting point, which is super relevant here, we finally got a free-flowing channel that's able to get through the road at a different point, but we had to cross a land border. So this is tribal, this is U.S. Forest Service. So we similarly
have to make alliances with multiple landowners to make sites work. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à ouvrir un chenal secondaire qui est allé réouvrir un chenal qui a passé sous la route à un autre endroit. Et en fait, dès l'instant où ils ont réouvert cet endroit, ils se sont retrouvés à rentrer en dialogue avec le Service national des forêts, alors que jusque-là, ils travaillaient que sur du territoire Maïnou. Et ça illustre l'importance des alliances avec les propriétaires fonciers. L'idée fondamentale, c'est qu'en fait, les rivières ne respectent pas le cadastre et elles ne sont pas au courant de la propriété privée. Donc ça nous force à avoir une approche collective de fabrication de consensus dans lequel on doit rentrer en dialogue avec le plus d'acteurs possible parce que en fait ce qu'on fait à un endroit concerne ou peut concerner des gens en amont, des gens en aval et une très grande diversité d'usages. So, this is a huge problem now. In just this area, we have created 130 barriers to passage. Oh God, our fish are screwed. Donc là, on va commencer à parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur et qui est très intéressant, c'est la continuité piscicole. Donc ils ont construit 130 ouvrages castors, et donc là, on pourrait se mettre à paniquer en disant, en fait, ils ont créé 130 obstacles susceptibles de faire obstacle, ouvrages susceptibles de faire obstacle à la continuité piscicole. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité? Except, we've added 5 additional channels of continuity for the fish by constructing passage barriers. So continuity improves with addition of structure. It starts out slightly counterintuitive, but we'll get there, I promise. Voilà le paradoxe qui semble contre-intuitif. On ajoute quantitativement des barrières à la continuité, mais ce faisant, on produit plus de continuité. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre maintenant. Just take a little tour through the site. This is what it looks like now. Aerially, look at the complexity and the number of channels, all of which are continuity, versus the one channel that was incised, that was degraded, that was bad habitat. We've added massive complexity, wetted area, habitat, and continuity by adding structure. This is the incision. Yeah, this is the original incised. Donc, auparavant sur le site, il n'y avait que ce chenal incisé, simplifié, unique, avec des potentielles barrières à la continuité. Une fois que les ouvrages sont construits, ils vont réouvrir toute une diversité de chenaux latéraux. Première chose, il faut se souvenir que les ouvrages eux-mêmes, dans la plupart des cas, on va en parler, ne sont pas des obstacles à la continuité. Mais même s'ils l'étaient ou dans les moments de l'année où ils peuvent l'être, la diversité des chenaux qu'ils ouvrent ajoute des possibilités de passage pour la vie piscicole et en général, qui n'étaient absolument pas présentes quand vous aviez seulement un chenal incisé simplifié. So we started out in 2019 with a single-thread incised channel. This is the original. And this is a second arbitrary point on the landscape that just happened to look nice. This is not where I counted to find the most channels. I just drew this yesterday. Voilà, 2019, un seul chenal numéro 1. 2023, des chenaux avec de la continuité piscicole, il y en a 7 qui sont ajoutés, et c'est pas l'endroit où il y en a le plus. This is a burned site in Oregon, looking at, this is before we did the restoration, this is what we got after. That's how much increase we have in new channel lengths and complexity, and this is what it looks like up close. Original incised, more passage, more habitat. Un autre exemple dans lequel un chenal incisé, simplifié, un projet pour réouvrir des chenaux fantômes, augmentation de la longueur de linéaire, augmentation du nombre de chenaux dans lesquels la vie peut passer. C'est un projet qui est quand même soutenu par un conglomérat piscicole de pêche à la fée. C'est un projet de restauration piscicole. Obvious, terrible passage barrier. Oh my God, our fish are screwed. Quand vous voyez ça, normalement, votre première réaction, ça doit être « Oh mon Dieu, c'est atroce, c'est clairement une barrière au passage des poissons, ils ne pourront jamais passer, c'est une catastrophe. » At low flow, your fish have 3 passages, and at high flow, this thing is completely underwater. So don't allow the illusion of barriers to continuity to blind you to the truth.
En fait, à bas flot et même à l'étiage, il y a toute une série de petits chenaux latéraux qui sont encore continus. Et dès qu'il y a de l'eau dans le système, l'ouvrage principal est complètement sous l'eau. De telle sorte que ça a été monitoré scientifiquement, on va en parler, la continuité est omniprésente. Ne laissez pas l'image d'une barrière de bois sur la rivière vous aveugler quant au fait que la continuité est présente ou absente. So how about some science? Not just some hippie arm waving and some pictures. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un peu de science plutôt que simplement des hippies qui secouent les bras en disant c'est super? In one respect, America is absolutely, utterly magic and totally unlike France, and I'm very sorry for that. America is the kind of place where you can pit tag 78,000 trout and follow them and follow them and follow them. You probably don't have 78,000 trout in your country because you've been taking out your wood. Il y a bien un aspect sur lequel les États-Unis sont un pays magique, c'est que c'est l'un des seuls pays dans lesquels vous êtes capable de mettre des tags GPS dans 78 000 poissons et de les suivre chacun d'entre eux personnellement pendant des années. This is one study. Des petits tags, mais c'est presque pour localiser. One study of the hundreds that we have in the United States, using the entire population of your whole country in one study of which we have hundreds, showing what happens when you add enough structure to improve passage. Et cette étude, donc on est sur c'est Bridge Creek. Yeah. C'est Bridge Creek 2016. On vous donnera les références. Et elle va monitorer l'effet des structures, donc des ouvrages castors mis sur la rivière, sur la continuité piscicole spécifiquement. And we're just looking, in this case, at the really giant fish, the ones that should have the most problem with these structures. As you add structure, passage improves. Go ahead, Bob. Donc là, vous voyez, c'est intéressant. Le nombre de structures dans le cours d'eau augmente. On est passé de, je ne sais plus combien il y avait avant, de 40 à 164. Et en fait, la continuité, le passage augmente. So we've added all of these structures. What's happening with our fish? Why do we have less fish? Did the Polish beaver dams kill the fish? No. These fish lived a rich, full life in a small stream, got too big, got too fat, had to head downriver to much bigger water. Dans l'étude, il y a une variable qui est intrigante, c'est qu'il y a moins de poissons à la toute fin. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été tués par les transformations du milieu? En fait, c'est l'inverse. Il y a tellement de continuité qu'ils ont pu prospérer et grossir et ils sont allés vivre dans un cours d'eau plus haut auquel ils avaient désormais facilement accès. Horribly wordy slide. I'm sorry, I didn't have time to make pretty pictures for this. In the beginning, we started out with 92% of tag spawners able to move. Then we add a whole bunch of structure. Now we've got 93.5%. So it's a small but meaningful increase. This just shows us we didn't stop them. Donc vous voyez, entre avant le travail et après le travail, on est passé de 92% de passage à 93% de passage. Some individual fishes passed more than 200 dams and BDAs during their migrations. This is one fish passing 200 structures volitionally. Vous avez des poissons individuels dont on a pu montrer qu'ils avaient passé jusqu'à 200 ouvrages successifs sur le cours d'eau pendant leur migration. And more than 1,000 of the juveniles went downstream out of the system. So they're able to move downstream when they want to. What they don't often do is move upstream, but some of them passed more than 40 dams going upstream, and these are little ones. Il y a même jusqu'à des juvéniles et des petits qui ont pu remonter vers l'amont 40 ouvrages. The study is absolutely unequivocal. Yeah. They concluded neither beaver dams nor BDAs impede the passage of fish. Seeing that continuity increases with addition of structure, we need to rewrite the entire regulatory framework in which you're working if you're going to save your fish and fix your rivers. Donc l'étude scientifique est sans équivoque quant à ses conclusions. Les structures de castors ou inspirées des castors ne sont pas des barrières pour la continuité. Donc modulo la rivière où on est et son histoire. Ça a été montré par plein d'autres études dans d'autres contextes avec d'autres poissons. À chaque fois qu'il y a eu une coévolution entre les poissons en question et les castors, il n'y a pas de rupture de continuité.
Et ce que ça implique, c'est terrible, c'est que ça veut dire qu'à certains égards, il faut qu'on réécrive complètement tout l'arsenal réglementaire qu'on a inventé et qui a été inventé pour d'excellentes raisons, souvenez-vous, qui avait pour vocation de limiter, de critiquer, voire de défaire certaines des ruptures de continuité artificielle humaine dont on hérite, en étant très clair et scientifiquement solide sur la différence d'effet entre des ouvrages qui à l'œil peuvent sembler détruire la continuité, mais qui, ayant coévolué depuis millions d'années avec les poissons, ne produisent pas ce genre d'effet, ou en tout cas produisent d'autres effets qui favorisent ces animaux, et les ruptures de continuité générées par les structures et les ouvrages artificiels qu'on a d'excellentes raisons de continuer à critiquer de manière extrêmement solide. It is by metaphor and analogy that we make familiar the novel. C'est par des métaphores et des analogies qu'on arrive à rendre familière une idée nouvelle et contre-intuitive. No one lives here. But it's neat, it's rapid, it's efficient, it's everything that we want out of our systems, and it is completely uninhabitable. Si, pour penser Méridian, vous vous concentrez uniquement sur la continuité, eh bien, vous avez effectivement, comme une autoroute, c'est un milieu soigné, simplifié, qui est rapide et absolument efficient dans le passage, mais comme une autoroute, personne n'habite dedans, il est stérile et inhabitable. By contrast, your villages are slow and messy and inefficient and a pain in the ass to move through and stocked with amazing food and incredible wine and places to sit and views to look at. So if you concentrate on habitat, you get a French village full of amazing food and places to sit. And the passage is inevitable, but it's also a lot less important than the time you spend and the things you eat and the people you meet and the experience of being contained in habitat, not stuck on a freeway. So if you can only have one, what you build is habitat for your fishes. Donc, une autoroute, c'est optimal en termes de passage et de continuité pure, mais c'est inhabitable. Par contre, un village français, c'est un bordel pas possible dans les rues, c'est très difficile de circuler, les flux sont ralentis, mais il y a des épiceries avec de la nourriture extraordinaire, des cafés où s'arrêter, des amis chez qui discuter. C'est-à-dire qu'il y a un habitat et il y a des possibilités de vivre et de prospérer qui sont très supérieures à ce qui se passe sur une autoroute. Du point de vue strict de la continuité en termes hydrauliques, et vous avez en effet un milieu inefficace, inefficient, complexe et lent. Mais du point de vue de la vie elle-même, eh bien, vous avez un village français avec ses cafés et sa vie. Et, pardon, quand vous vous concentrez sur l'habitat et sur cette complexification des chemins de l'eau, même sans viser la continuité, vous obtenez comme un sous-produit inévitable de votre travail une meilleure continuité que si vous restez coincé dans un chenal simplifié et accéléré. Voilà, tout est dit. On a beaucoup travaillé sur ces diapos. We've been building this for years. You've been building this for years. And if you look at your fish numbers, we had one of our sites that they'd electrofished, they found one fish living in this miserable, depopulated habitat that you've been building for years by taking the wood out of your rivers. We've got to start building places for our fish to live. They don't live in the freeway. We got to stop building freeways for them. Les poissons n'habitent pas dans les autoroutes et il faut qu'on arrête de construire les autoroutes pour eux. Il faut qu'on se concentre sur les possibilités d'habitat qui apparaissent dès lors qu'on donne de l'espace et de la complexité au flux. So we've got the freeway, we've got the butcher, we've got the guy making the wine, we've got the bakery, this is us building. We're going to do that this afternoon. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. We're going to skip that. Voilà les faits en 2 heures de travail. A quick hit on groundwater. Très important, juste quelques mots sur l'effet sur les eaux de surface, la capacité à maintenir du temps de résidence de l'eau dans les éponges, dans les sols. Small meadow, we built the things here, groundwater wells jump, but we get a gap in water flowing out of the site. Donc ça c'est les piézomètres répartis sur tout le site.
Ça, c'est la date de travail. Les niveaux d'eau sont bas et baissent juste après le travail. Tous les piézomètres qui sont situés en amont du travail vont faire montrer une augmentation radicale de la quantité d'eau dans le système, dans les sols, dans les éponges. Et ce qui est corrélé à ça dans le temps, c'est que précisément au moment du travail, vous avez une chute dans la quantité d'eau qui sort juste à l'aval du système. Vous voyez qu'elle est très vite corrigée en moins d'un mois. Et qu'est-ce que c'est cette chute? Eh bien, c'est que toute cette eau-là, au lieu de partir directement à la mer, eh ben, elle est maintenant dans les sols. We stuck it in the ground. We now have 3,700 cubic meters of free, cold, filtered water upstream. Everyone that lives downstream now has this safety margin above them that they lacked before. Donc où est passée toute cette eau? Elle est maintenant dans le sol. Ici, ils ont évalué sur ce site à 3700 mètres cubes d'eau froide, fraîche, propre, filtrée, disponible pour la totalité du bassin versant au moment où la vie et les sociétés humaines en auront besoin. The water that is coming out of this site in the ground is almost as good as your water here. Almost. So back to the site that we saw earlier, these are groundwater wells. The total meadow is 930 hectares. It's a totally giant site. Et donc sur Tasman-Coyum, le site qu'il nous a montré, on est sur des alentours de 931 hectares qui est susceptible de remettre en eau. This is our build. This is the groundwater response. This is last year. We're actually doing significantly better than this now. It used to bottom out below where it was detectable. Now it is standing almost within reach of the roots of the plants early last year. Sur ce graphe, vous avez les quantités de groundwater, les hauteurs d'eau de surface. Vous voyez qu'elles sont vraiment dépendantes de la saisonnalité de la pluviométrie avant le travail. Dès après le travail, elles montent de manière structurelle à toutes les saisons et elles se maintiennent. This last year, after that graph was made, we put in 1.5 meters of lift to get flow to the groundwater well. So that graph should now continue up to 0. Okay, so this one is new. We just got water to it, just barely. Ils viennent de mettre de l'eau là-dedans à ce niveau-là l'année dernière. This one we built and drowned, and it stays underwater year-round now. Again, when your groundwater is surface water, you're done. And we found this one was a pure accident. I was not hunting wells at this point. I didn't have this hobby. Donc là, après un travail où ils ont réussi à faire une levée de rivière par un ouvrage de 1,50 m, ils ont mis de l'eau de surface, et c'est le but qu'on cherche à atteindre dans ce genre de contexte. Et en fait, elle a relevé le niveau d'eau et donc la partie de sol saturée toute l'année sur une grande surface. Donc là, en aval, si on pouvait imaginer remettre en eau la totalité de la prairie humide, on aurait l'équivalent de 83 000 mètres cubes de stockage potentiel, avec de l'eau filtrée, fraîche, qui est disponible à l'étiage. Ça, c'est quelque chose qui a été montré par les mecs Fairfax, c'est assez intéressant. Lorsque vous avez assez haut dans les bassins versants, des aquifères pleins d'eau, des sols gorgés d'eau, ils sont susceptibles de relarguer leur eau à l'étiage et de soutenir l'étiage. Donc vous dire qu'elles sont moins sèches au moment les plus chauds, parce que cette eau, elle va, dans ces échanges nappe-rivière, elle va restituer l'eau au cours d'eau au moment où le cours d'eau passe en dessous de la nappe. It functions incredibly well for catching sediment. We also have twice the passage we did before. Ça permet de capturer du sédiment avec toutes les richesses de sol que ça génère et d'augmenter à nouveau les chenaux. This sediment that Charlie is standing on is not in your irrigation canals. You're not down there injuring your low back, shoveling this stuff out. It's in the mountains, making meadows that are sponges. Quand on travaille assez haut dans les bassins versants et qu'on arrive à capter le sédiment sur la plaine alluviale, c'est du sédiment qui ne se retrouve pas dans les canalisations humaines et qu'on n'a pas à curer tout le temps. This is not in your reservoirs needing to be dug out so that you have water storage. It's trapped on the landscape, being eaten by vegetation, growing sponges for late season flows for your fish. À nouveau, du sédiment qui ne se retrouve pas coincé dans les infrastructures humaines plus bas en aval. Il est redéposé sur la plaine alluviale, il fait du sol pour la végétation et il augmente la taille des éponges pour les années qui viennent. This work is a conversation with the river, and it's also a conversation with our little furry partners. In this case, we built things that they then adopted. On a parlé de conversation avec la rivière et maintenant on va parler 5 minutes pour conclure, to conclude, 5 minutes, de conversation avec les castors.
Ici, ils ont proposé des structures et les castors ont répondu en les adoptant et en les améliorant et en les amplifiant. The smart way to build these things is to let the beavers build them, add decorative posts, and take credit later. L'approche la plus maligne dans ces affaires, c'est de laisser les castors construire les ouvrages, ajouter des petits poteaux décoratifs et ensuite dire à tout le monde que c'est vous qui les faites. This is the only fish habitat in this entire watershed. Everything else is tiny and narrow and hot and terrible. This is where your fish want to be. This is not a passage barrier. This is habitat. Donc là, vous voyez typiquement un endroit dans lequel les castors ont construit un immense ouvrage très long. C'est le seul endroit dans cette partie du bassin versant dans lequel il y a de l'habitat pour les poissons. C'est le seul endroit où il y a des poissons. C'est pas une barrière pour les poissons. C'est un habitat dans lequel on les retrouve. The other cool thing about this is if you build something the beavers don't like, they will offer constructive, sometimes destructive criticism from the perspective of a watershed engineer with 8 million years experience. Ce qui est intéressant quand il y a des castors sur le site sur lesquels vous travaillez, c'est que parfois, ils vont adopter vos structures et les amplifier, et parfois, ils vont vous proposer des critiques constructives, enfin ici, une critique destructive. Et cette critique est intéressante parce que là, le castor a refusé l'ouvrage qu'ils ont construit, il a taillé avec ses petites tronçonneuses non électriques un passage au milieu, et c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi il le fait, parce qu'il faut vous souvenir que c'est un ingénieur écologique hautement qualifié parce qu'il a 8 millions d'années d'expérience de travail sur les milieux. The other thing that has 8 million years of experience with these kinds of structures is your fish. They co-evolved. Your fish spent 8 million years learning how to pass beaver dams. If they hadn't, you wouldn't have them. Trust the beavers, trust the fish, trust the process, and you will be in the lineage of the masters of 8 million years of experience. L'autre chose qui a 8 millions d'années d'expérience, c'est les poissons qui vivent dans les milieux qui ont connu les castors. Ça fait 8 millions d'années que les poissons qui vivent dans nos bassins versants, sur toutes les rivières dans lesquelles des castors ont travaillé, ont coévolué avec les castors. Cette coévolution, ça implique que ça fait 8 millions d'années qu'ils ont appris à prospérer dans des milieux façonnés par les castors et à passer les ouvrages de castors. Il faut apprendre à faire confiance au castor qui a 8 millions d'années d'expérience quant à transformer les milieux au profit de la vie avec laquelle il a coévolué, à faire confiance aux poissons qui ont appris pendant 8 millions d'années à coévoluer avec le castor, et à faire confiance au processus parce qu'il est beaucoup plus fort que nous en termes de quantité de travail, en termes d'énergie et en termes d'ancienneté quant à guérir des rivières pour lesquelles on n'a pas l'argent, pas le diesel et pas les connaissances pour le faire tout seul. Doing this work in the States is easy. You do a mountain of paperwork and you put structures in the creek. Here, you will win hearts and minds with good stories that people will justify with the good science that you will do. Then you'll do some stupid paperwork. Then you'll find room for the river. Then you'll do some more paperwork. Then you'll add structures to the river. This is how you will win. Ah, vous avez compris. It's really, really important to remember when you're working on small sites with small critters in constraints, like in front of the mayor's house, you just have no room at all, that no restoration action taken is without consequence. And everything that you do out of love for the river is sacred. This is one of the smallest structures we ever built, behind which is a little egg mass. It's the size of your kid's lunchbox they take to school. This thing is tiny and irrelevant. C'est important de se souvenir que tous les actes de régénération ou de restauration qu'on produit par amour pour la rivière, quelle que soit leur taille, sont importants, sont sacrés. Même s'ils ont l'air ridicules aux grandes échelles. Ici, c'est la plus petite structure qu'ils ont construite. Et juste derrière, l'année suivante, une grenouille fragilisée a fait ses œufs alors qu'il n'y avait pas d'œufs ici depuis des années. What if it's impossible? What if America is magical? What if we're so awash in money that we can build whatever the hell we want, whether it makes sense or not? But you are in a small country, constrained by your budgets. What if it still works? We can build a kilometer of this kind of habitat that you've been seeing for 50,000 euros, and we can build you that kilometer in about 1 work week. Ce qui est intéressant, c'est les coûts, si on les compare avec les coûts classiques de la restauration. En fait, en termes d'ordre de grandeur,
niveau temps et niveau argent, on enlève un zéro la plupart du temps. C'est vrai. Et donc, voilà, c'est pour montrer la dimension beaucoup moins chère que les produits classiques. Mais en fait, d'après lui, il ne faut surtout pas que ce soit des Américains qui viennent le faire en France. Il faut qu'on prenne le temps de se former, de comprendre et de bien faire les choses pour ensuite pouvoir rendre ça possible sur notre territoire avec des coûts de carbone au kilomètre qui sont absolument délirants par comparaison avec les produits classiques de restauration.